On vous souhaite la bienvenue. On est ensemble avec Philippe David jusqu'à 20h. Les vraies voix qui vont rouler la France. Le garage de demain, en tout cas, doit anticiper l'impact de la voiture électrique. L'objectif d'une transition complète vers un parc automobile électrique d'ici 2050 promet de réfléchir ou redéfinir le métier de garagiste face à cette révolution. Les professionnels de la réparation automobile sont confrontés à un double défi. On en parlera avec Régis Legoavec, agent Renault et Nancy et président de métier agent et indépendant de Mobiliance. Et les voitures électriques nécessitent moins d'entretien mécanique, mais plus de connaissances en électronique et en systèmes informatiques, obligeant les garages à se réinventer. Cela implique des investissements significatifs en formation et en équipements spécialisés, ainsi qu'une réflexion sur le modèle économique de l'après-vente. Stéphane Villemer, responsable du service après-vente du groupe automobile Druito, sera avec nous. Et puis Mobiliance Rétrofit réagit à la publication du décret relatif aux aides à la location et à l'acquisition des voitures peu polluantes. La branche de l'organisation professionnelle souhaite trouver une solution qui permet bien sûr de remplacer un moteur thermique par un moteur électrique soit clairement soutenu. Jean-Jacques Seraf et Clément Fléau seront avec nous pour en parler. Nous, on vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix Sud Radio. Et nos invités, Régis Legoavec, agent Renault à Nancy et président du métier agent et indépendant de Mobiliance. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Et Stéphane Villemer, qui est responsable du service après-vente du groupe automobile Druito. Bonsoir, merci en tout cas de nous avoir rejoints. Philippe, cette étude dont on parle. Hein, alors oui, une étude de Bosch qui est sortie en août 2023, donc c'est pas très vieux, ça fait 7 mois, nous annonçait que 25% des garages considéraient que l'électrique n'était pas une priorité. Est-ce que c'est une surprise pour vous, Régis Legoavec ? Pas trop, non. C'est effectivement la petite musique qui circule depuis quelque temps. C'est de la mathématique élémentaire. Interdiction du thermique en 2035. On a un parc automobile qui a 12 ans à peu près, on va dire 12 ans d'âge aujourd'hui. Donc nous voilà en 2047. Donc la petite musique qui circule effectivement, c'est de dire il est urgent de ne rien faire et de surtout pas se presser. Ce qui est une erreur, à mon avis, parce que les mutations sont profondes, importantes. On est sur d'autres typologies. On est sur de l'électricité, on est sur du 400 volts, donc il y a des aspects sécurité, bien évidemment. Donc il faut s'y intéresser. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses beaucoup plus à court terme qui vont nous arriver, des accès aux calculateurs. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui, bien évidemment. Alors, on fait peut-être réexpliquer les différents types de garages, parce que tous les garages ne sont pas les mêmes. Il y a des gros et des petits garages, et effectivement l'importance de l'électrique auprès d'eux n'a pas c'est pas le même impact et pas le même enjeu. Tout à fait, Cécile. Alors dans notre métier, nous agents, artisans, indépendants, moi j'ai 3 populations très distinctes. Les agents de marque, qui sont avec un panneau de marque française ou étrangère, qui sont formés par le constructeur, qui sont au niveau, qui sont déjà dans l'électrique, qui interviennent sur l'électrique en entretien et en réparation sur de la panne. C'est des gens qui ont strictement les mêmes compétences et les mêmes niveaux que les concessionnaires. Ça, c'est la première population, je dirais, la plus avancée. Ensuite, on a toute une population qui monte en gamme, qui est les garagistes sous enseigne. Vous avez vu les enseignes Bosch, Philippe citait Bosch tout à l'heure, AD, Eurorépar, Motrio, toutes ces enseignes-là animent leurs garagistes. Ils les poussent, ils les animent, ils les suivent, ils les encouragent à se former, à s'équiper. Donc c'est une deuxième population qui est pas aussi avancée que les agents, mais qui est déjà dynamique, bien en route. qui est très dynamique. Voilà, qui est dynamique. Et c'est dynamique, je suis d'accord. Et la troisième population, c'est les petits garagistes qui n'ont pas de panneau, qui n'ont rien du tout. C'est notre préoccupation parce que c'est eux qui ont besoin d'être le plus informés et qui vont devoir bouger. Qui sont très difficiles à aller chercher, à aller animer, à sortir de leur garage. C'est cette population-là, cette troisième population qui est sans doute la moins avancée, qui nous préoccupe un petit peu. C'est eux qu'il va falloir aller chercher et animer et faire monter en gamme. Stéphane... Donc 3 populations pour se résumer. Oui, pardon.
Stéphane Villemer, vous êtes responsable du SAV du groupe automobile Druito, c'est à Chaniers, à côté d'Angoulême. Vous faites notamment des marques japonaises, on le voit pour ceux qui nous regardent sur YouTube ou sur Sud Radio. Selon Vroomly, en janvier 2024, donc une étude encore plus récente, 97% des garagistes n'étaient pas qualifiés pour travailler sur les voitures électriques. La France est-elle en retard? Et si oui, comment rattraper ce retard? Oui, la France est en retard. Pour le rattraper, c'est au travers les formations au travers les marques on peut avoir déjà à disposition, ou après on a des centres spécifiques. On en a un, nous, à proximité d'Angoulême, à Poitiers, le 16 Vie, qui offre des formations pour tout ce qui est sensibilisation et intervention sur les véhicules électriques, qui représentent effectivement un danger conséquent si on intervient dessus sans connaissance technique du produit et des dangerosités que ça peut occasionner. Ce qui est important de rappeler, Régis Le Goavec, pour les gens qui nous écoutent et qui ne s'y connaissent pas du tout en mécanique, c'est la différence entre un moteur thermique et un moteur électrique. Forcément, l'intervention du garagiste n'est pas du tout la même. Il y a plein de choses d'intervention que l'on fait sur le thermique qui n'existeront plus aujourd'hui sur l'électrique et vice versa. Et ça complexifie le problème. C'est totalement différent. On a thermique, il y a de la combustion, il y a de l'explosion, il y a de la chaleur, il y a des pièces tournantes, beaucoup plus que sur l'électrique. Sur l'électrique, c'est un moteur électrique, comme vos appareils électroménagers, qui est un petit peu évolué quand même, puisqu'il y a des transmissions, mais ce n'est pas du tout la même chose. Ça n'a rien à voir. Alors, le châssis de la voiture, la partie roulante, elle est strictement identique. Oui, bien sûr. On retrouve des pneus, on retrouve des freins, on retrouve des éléments de suspension, bien évidemment. Un volant, des freins, un accélérateur. Ah bon, il y a un accélérateur, je savais pas. Faites bien de me le dire. Un moteur électrique qui a en gros moitié moins de pièces et moitié moins de pièces en mouvement qui tournent. Donc moins d'entretien, moins de choses à gérer, bien évidemment. Mais ce n'est pas du tout la même conception. On passe de choses avec de la chaleur, avec de l'explosion, avec de la combustion, à des choses électriques où il n'y a plus du tout de chaleur ni de combustion. Mais est-ce que ça veut dire pardon Philippe, je rebondis sur ce que vous dites. Est-ce que ça veut dire que c'est un autre métier? Il y a un mécanicien et il y a un électromécanicien. On est dans un autre métier. On est sur un autre métier. C'est ça. Stéphane Villemer, on parlait il y a quelques minutes dans Les Vraies Voix de la simplification administrative pour être habilité à travailler sur des véhicules électriques. Il y a plusieurs habilitations. La B0L, la B1XL, la B2XL, la BEL, la BCL, la BRL, la B1L, la B2L, la B1VL, la B2VL. Je reprends ma respiration. Ça fait beaucoup. Comment est-ce qu'on arrive à obtenir toutes ces certifications? Et vu le nombre, ça doit prendre beaucoup de temps ou il faut beaucoup de monde, non? Il faut beaucoup de monde, ça prend beaucoup de temps. Selon les marques, on peut avoir des fois des cursus différents pour chaque modèle. Même si le tronc commun reste la même chose, on peut avoir des spécificités pour être autorisé à intervenir sur les véhicules. Mais effectivement, c'est très complexe à suivre. Il faut suivre ça de près. Chaque marque, comme je le disais, a ses spécificités. Nous, on représente 3 marques, donc effectivement, c'est multiplié par 3, même si on est quand même accompagné par nos marques. On a aussi une carrosserie indépendante sur laquelle on a formé les techniciens au 16 Vie dont je parlais tout à l'heure pour tout ce qui est dit déconnexion manuelle, donc mise en sécurité en fait d'un véhicule pour pouvoir intervenir librement dessus et sans aucun danger. Et effectivement, en termes de papier, de complexité, de choses comme ça, effectivement, c'est pas toujours simple. Alors, ce qu'on va faire, c'est Stéphane Villemer, vous allez rester avec nous, Régis Le Goavec aussi. On va faire une petite pause. On va revenir dans un instant pour voir comment effectivement on peut déployer et trouver à ces garages une seconde vie, en tout cas. Quelles sont les propositions que l'on peut faire? On en parle dans un instant. À tout de suite. Avec l'arrivée d'une flotte électrique 2035, vous savez, c'est la fin des voitures thermiques en France. Que vont devenir les garagistes? Certains garagistes, avec Régis Le Goavec est avec nous à Jean Renault, à Nancy, président du métier agent et indépendant de Mobiliance, et Stéphane Villemer qui est avec nous, responsable du service après-vente du groupe automobile Druito. Merci en tout cas d'être avec nous. Ce qu'on se disait il y a quelques instants, en disant qu'effectivement il y a 3 catégories aujourd'hui
aujourd'hui de garagistes, et il y a le petit garagiste qu'on aime beaucoup, qui est un vrai garagiste de proximité, qui est dans un petit village, qui n'a pas le soutien effectivement d'une marque. Peut-être que dans ce village il y aura une voiture électrique, et peut-être qu'il ne saura pas comment traiter ce problème. Régis Legault avec. Est-ce qu'il n'y a pas justement une inégalité territoriale dans ce domaine? On est d'accord, c'est un risque important effectivement, puisque notamment tous ces petits garagistes sont en rural, bien évidemment, et qu'il est important de garder le maillage qu'on a toujours eu, d'avoir un garagiste à moins d'une journée de cheval. Hein. C'est ça. C'est pas ça. C'est pas non, ça. C'était les préfectures sous Napoléon Bonaparte. Mais ça peut faire pour les garagistes aussi. À proximité, tout à fait. Et le risque, il est là. Aujourd'hui, en plus, il n'y a que peu de véhicules électriques en rural qui circulent. On les a essentiellement en ville, hein, bien évidemment. Donc, ils ne sont pas encore dedans, ou très peu. Ils n'ont pas le panneau, comment c'est l'entreprise californienne, là, Tesla, hein, Tesla, qui n'a pas encore de réseau. Donc, vous voyez, il y a effectivement un gros risque de rupture et de fossé entre la ville et la campagne. Le rural n'a pas besoin de ça, bien évidemment. Aujourd'hui, ça c'est évident. Stéphane Villemer, le garage pour les véhicules électriques, il doit posséder son propre laboratoire électronique lui permettant de diagnostiquer les véhicules et de les réparer. En quoi consiste un tel laboratoire et combien coûte-t-il? Et est-ce qu'il est rentable économiquement dans tous les cas de figure? Alors, à court terme, pour l'instant, il est absolument pas rentable parce que le volume qu'on rentre en atelier n'est pas suffisamment conséquent pour absorber la masse des formations et d'outillage. Après, en termes de catégorie de prix, on va être entre 15 000 et 100 000 euros si vraiment on veut se spécialiser sur une marque spécifique. Monsieur tout à l'heure parlait de Tesla. Sur une carrosserie qui veut être, admettons, habilité Tesla, donc avec tout ce que ça représente sur la partie électrique, grosso modo, c'est un billet de 100 000 euros qu'il faut compter. Après, sur des budgets plus raisonnables, il y a toute une batterie quand même d'équipements à avoir, notamment ne serait-ce que pour la manutention des batteries. Là, je parle vraiment de cas extrêmes où on est sur du déplacement d'éléments lourds, où il faut des chariots de levage spécifiques, des équipements qui coûtent très vite très cher. Ne serait-ce que pour les tenues aussi, il faut des gants spécifiques, il faut des équipements, des vêtements de catégorie 2 en fait qui permettent d'être isolés, parce que même si on fait une mise en sécurité, il faut quand même se protéger. Il faut avoir une perche. On parlait de la simplification administrative, c'est les normes NFE N6900 CE 16090 testées à 1000 volts alternatifs ou 1500 volts continu. On est en plein dans la simplification. Je vous laisse continuer. Effectivement. Après, on a tout un balisage à mettre autour du véhicule et il faut que le garagiste déjà ait l'emplacement, la taille nécessaire dans ses ateliers, parce qu'il faut savoir que si on fait de l'électrique, il faut avoir un emplacement dédié électrique balisé que pour ça. Donc déjà en termes d'espace, en fonction de la taille des garages, ça peut être compliqué. On parlait des garages de campagne, mais il faut pas qu'on oublie aussi les garages de quartier qui existent en ville et qui n'ont pas non plus de panneaux et qui peuvent aussi être mis en difficulté par rapport à ça. Et qui n'ont pas l'espace, surtout en centre-ville. Encore plus en ville qu'en campagne, effectivement, oui. Après, il y a les formations, effectivement qui ont un coût. Je sais que nous, notre carrosserie Carespace, on a pu, parce qu'on est adhérent de l'OPCO de la Nouvelle-Aquitaine, on a pu avoir les formations prises intégralement en charge, même un complément par rapport au manque de rentabilité du personnel pas présent dans l'entreprise. Après, ce qui existe sur l'OPCO Nouvelle-Aquitaine doit pouvoir exister, je pense, sur les autres. C'est général. Mais Régis Legault avec, ça veut dire que tous ces petits garages qu'on adore, hein, que vraiment il faut garder parce que c'est quand même, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, hein, ce commerce de proximité, et c'est parfois le seul commerce qui reste dans certaines communes. Ça veut dire que aujourd'hui, pour survivre, quand on voit le montant de la facture de ce que te disait Stéphane Villemer il y a quelques instants, il faudra impérativement qu'ils soient associés à un groupe. Peut-être, c'est la seule solution pour eux aujourd'hui? Pas nécessairement. Je pense qu'il y aura deux choses. Il faut tous les normes NFE et les habilitations que vous citiez tout à l'heure, ça c'est du code du travail, hein. C'est de l'hygiène et de la sécurité. Donc c'est une obligation. Donc il faut déjà faire ça. Il faut au moins connaître les risques qu'il y a à intervenir sur un véhicule électrique. Ensuite, c'est les habilitations.
Et ensuite, je pense que l'entretien courant des véhicules électriques pourra se faire à partir du moment où on est habilité à le faire et où on est conscient des risques qu'il y a à faire. Toute la partie châssis, les freins, les pneus, les entretiens courants, les filtrations. Il y a un filtre habitacle quand même, hein, il y a du liquide de refroidissement, il y a un certain nombre de choses, de l'entretien basique. Les petits garagistes pourront continuer à le faire. Par contre, dès le moment où il faudra intervenir sur la chaîne de traction, la chaîne électrique, là, effectivement, ça dépassera leur capacité en formation, en matériel, en équipement. Ça, c'est évident. Donc, où effectivement, ils s'adossent, mais je crois pas que les groupes vont jouer à ce jeu-là, où ils s'adossent à un groupe de manière à pouvoir gérer ça, ou c'est la partie structurelle qui nous inquiète un petit peu à terme. Hein. Mais ça veut dire qu'il faudra des aides. Et ça veut dire qu'il faudra des aides du gouvernement, parce que là, sans eux, il se passe rien en fait. Bien évidemment. Comme il faudra de l'aide importante pour que le particulier, le consommateur, s'équipe d'un véhicule électrique. Ça, c'est encore un autre sujet. C'est un autre sujet. Donc, sur l'ensemble de la chaîne. Et malheureusement, si j'en crois l'actualité de ces derniers jours, l'actualité n'est pas à la dépense publique. Non, c'est clair, il y a 10 milliards de rabotage. Je vois que vous avez bien lu la presse, c'est bien, monsieur. Stéphane Villemer, est-ce qu'on a la capacité de formation dans les écoles, les CFA et bien sûr les garages pour former théoriquement et professionnellement les mécaniciens électriques? Oui. Pour moi, on les a. Après, on est un peu en pénurie de main-d'œuvre. Il n'est pas si aisé que ça de trouver des apprentis en motivation sur du métier manuel. Je pense qu'on l'a tous constaté. C'est encore plus vrai dans la carrosserie, dans la peinture, mais de manière générale, on n'est pas des métiers à attirer aujourd'hui. Les jeunes, il y en a de moins en moins. Je sais que sur la Charente, on a certaines classes qui ont fermé. Mais après, à proprement parler, on a les capacités pour les former et pour les accompagner dans ce sens-là. Oui. Aujourd'hui, en France, il y a les formations, il y a ce qu'il faut pour ça. Oui. Et ce sont des formations qui durent combien de temps? Parce que moi, je suis, parqué sur mon petit garagiste qui est tout seul dans son atelier et je le vois pas partir en formation pendant je ne sais pas combien de temps. En tout cas, combien de temps ça dure? Alors sur une formation basique dit sensibilisation hybride, de manière en fait à pouvoir intervenir, par exemple, faire un entretien comme on en parlait tout à l'heure, oui. Changer des pneus ou autre. La sensibilisation, c'est une journée. D'accord. Ah oui, d'accord. Ça reste c'est correct. Correct, tout à fait. Par contre, pour la mécanique électrique, a priori, le niveau est très élevé en électronique. Régis Legault avec, c'est assez, on va dire, pointu. En ce qui me concerne, moi, donc, dans le réseau Renault, le cursus d'habilitation d'un technicien expert, donc habilité à intervenir d'un bout à l'autre de la chaîne électrique, le cursus, c'est 6 mois. Ah oui. En permanent, hein, bien évidemment, hein, mais c'est 2 à 3 jours par mois pendant 6 mois. Est-ce qu'on a fait une évaluation lissée sur toutes les différentes structures du budget global finalement de la prise en charge d'un véhicule électrique aujourd'hui, de dire pour prendre en charge un véhicule électrique, ce que disait tout à l'heure, on en parlait il y a quelques instants, donc la machine c'est 100 000, l'installation, les formations, est-ce qu'on sait à peu près évaluer tout ça? C'est pas chiffré, mais on est sur du basique, on est de l'ordre de 80, entre 80 et 100 000 euros. Ouais. Formation, équipement minimum. On parle pas effectivement d'intervention carrosserie Tesla, parce qu'il y a des obligations, mais on est sur un gros budget. Il faut savoir qu'en termes de compétences, si on résume globalement, il y a 20 ans, on recrutait des CAP. Mm-hmm. Il y a 10 ans, on recrutait des bacs professionnels, bac plus 3. Aujourd'hui, on a des cursus, ça existe, d'ingénieurs. Oui, donc, effectivement. Vous voyez où on va, on y va, c'est clair. Et c'est pas le même prix de main d'œuvre, évidemment. Et c'est pas, bien évidemment, on les rémunère pas de la même façon. Ça, évidemment. Une dernière question, Stéphane Villemer. Est-ce qu'on va vers un nouveau modèle économique pour les garagistes? Vous qui faites 3 marques. On y va gentiment. Qui va piano? Non, le visage effectivement économique et automobile est en train de changer. Il va falloir se réinventer parce que tout ce qu'on vend en entretien courant aujourd'hui sur les révisions, la filtration, les fluides, il va falloir trouver autre chose parce que tout ça demain effectivement on n'aura plus. Il y aura toujours trouver d'autres services, vous dites, c'est ça, c'est d'autres services.
Voilà, exactement. Il va falloir, sur un certain aspect, se réinventer. Après, il y a différents constructeurs qui prennent un peu le parti de tout ce qui est connectivité embarquée. Oui. Comme on peut l'avoir sur l'application d'un smartphone, avec des fois des abonnements, des coûts, des choses comme ça qui vont être des prestations et des services en plus qui vont être payants, qui vont permettre un petit peu, pour chaque structure, de compenser la perte que va occasionner en chiffre d'affaires les révisions et ce genre de choses, effectivement, oui. Merci en tout cas Régis Legault d'avoir été avec nous. Jean Renaud à Nancy, président du métier agent et indépendant de Mobiliance, et vous les embrassez pour nous parce que vous savez comment on les aime beaucoup. Stéphane Villemer, merci beaucoup, responsable du service après-vente du groupe automobile Druito. Et dans un instant, on va vous parler de rétrofit, parce que si vous n'avez pas de voiture électrique, le rétrofit, alors ça peut contenir pas mal de choses, du bioéthanol par le gaz, voilà, et de l'électrique. C'est-à-dire que vous avez une voiture, on enlève le moteur et on met un moteur électrique à la place. On en parle dans un instant avec nos invités. À tout de suite. France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. On vous souhaite la bienvenue. On est ensemble jusqu'à 20h avec Philippe David. On parle automobile, bien entendu. Les vraies voix qui font rouler la France avec nos invités. On va vous parler d'un mot que vous ne connaissez peut-être pas. Et pourtant, on en parle assez régulièrement. Ça s'appelle le rétrofit. On va tout vous dire. Jean-Jacques Seraf est avec nous. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de Kinomit Mobilities. Et Clément Fléau est avec nous, cofondateur de Noil Motors. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et vous êtes les représentants de cette branche chez Mobiliance, de ce qu'on appelle le rétrofit. Alors, on va d'abord expliquer à ceux qui n'auraient jamais entendu parler de ce nom, même si on en entend un peu plus parler aujourd'hui. Le rétrofit, c'est de prendre une voiture et de la transformer dans une autre... avec un autre moteur, énergie. Oui, il y a 50 nuances de rétrofit. Je me disais, est-ce que finalement l'électrique c'est de l'énergie? Bien entendu, Cécile de Menibus, c'est de l'énergie. Alors vous avez raison, il y a plusieurs segments de rétrofit, parce qu'on va en parler tout à l'heure. Il y a une grande diversité dans le métier du rétrofit. On va parler, vous avez mentionné les deux roues tout à l'heure, mais on va parler aussi des véhicules lourds, des VUL et des autocars. Le rétrofit, ça consiste en quoi? C'est l'acte technique en fait qui permet de faire une conversion d'un véhicule thermique, le plus souvent, vers un véhicule zéro émission, qui peut être donc de l'électrique à 100%, à batterie, mais qui peut être également de la pile combustible à hydrogène. Alors on est plutôt dans le zéro émission, donc en tout cas dans la définition du rétrofit originel, on est sur ces deux approches qui a été définie par l'arrêté du rétrofit, le célèbre arrêté du rétrofit de mars 2020. Donc ces deux technologies permettent donc de convertir et donc ont un intérêt particulier en ce moment sur le marché, puisque ça va permettre d'accélérer la décarbonation des flottes auto et donner une solution finalement alternative à l'achat d'un véhicule neuf électrique. Clément Fléau, tout est concerné par le rétrofit. Ça va des véhicules utilitaires légers, comme nous disait Jean-Jacques Seraf, jusqu'à la mobilette, voire même au vélo Solex comme vous. Ouais. Exactement. Solex, 21e siècle. Tout type de véhicule est concerné, du Solex, vélo moteur, jusqu'au poids lourd. Donc la filière a vraiment pour objectif d'être exhaustive et de représenter tous les types de véhicules, des plus légers aux plus lourds. Alors parlons déjà des choses qui fâchent, puisque la réduction des primes, déjà, un vrai souci en matière de réglementation pour dynamiser cette transition dans le rétrofit. Oui, alors je rappelle tout d'abord que la réduction des primes n'affecte pas uniquement le rétrofit, mais a été généralisée. Il faut quand même rappeler que les dépenses ont été énormes sur le leasing social électrique. On parle de plus de 650 millions d'euros dépensés finalement en quelques semaines. Je crois qu'on a parlé de 20 000 voitures, on est passé à 52 000 déjà. Oui, alors, et dont le montant dont se traduit par les 650 millions que je viens de mentionner. Donc évidemment un dépassement budgétaire qui a demandé, je dirais, un peu plus d'austérité sur l'ensemble des bonus. Et de ce fait, le rétrofit a été aussi légèrement abaissé. Alors au-delà de cette baisse, qui n'est pas à nouveau, qui reste quand même, il reste des primes importantes au rétrofit. Je tiens à le signaler parce que c'est un secteur qui est en pleine croissance et qui est avec aussi une demande en plein essor. Donc il y a toujours des primes, mais au-delà de cela, c'est quand même une opportunité manquée finalement, parce que
on pense, le bon timing pour donner un signal fort au marché et à la filière, étant donné un grand nombre de sociétés qui ont fait des investissements lourds et qui vont, d'ici à 2025, promouvoir beaucoup de solutions rétrofit. On aura plus de 23 solutions rétrofit, c'est-à-dire de gamme de véhicules ou de motos ou de véhicules lourds qui vont être homologués. Donc c'est un petit peu dommage et on dit que c'est plutôt une occasion manquée. Donc à l'horizon 2025, il y aura 23 types de rétrofit, notamment pour les véhicules utilitaires légers. Qu'en est-il pour les 2 roues, Clément Fléau ? On va accélérer aussi sur la même vitesse que pour les autres catégories de véhicules. À date, on a 3 systèmes homologués, on en aura 6 avant la fin de l'année. Et on espère couvrir de manière exhaustive le marché notamment des scooters, qui est un marché cible prioritaire pour le rétrofit, puisque l'électrique pour un usage urbain est particulièrement pertinent. Est-ce qu'il y a une date limite pour rétrofiter, que ce soit une voiture, un scooter est-ce que finalement l'antériorité, si la voiture a plus de 20 ans, enfin voilà, ou est-ce qu'on peut finalement rétrofiter n'importe quoi ? Alors il n'y a pas en tout cas dans le cadre réglementaire, de date spécifique, puisque on voit même ce qu'on appelle du rétrofit sur des véhicules anciens, y compris des Méhari. On avait reçu une entreprise qui faisait ça. Le Méhari Club de Cassis, bien entendu, qui a été aussi précurseur et qui offre des 2 chevaux et des Méhari. Néanmoins, on prône de plus en plus un rétrofit industriel, c'est-à-dire sur des parcs plus récents, puisque l'objectif ici, c'est un outil de décarbonation, donc les volumes sont quand même plus importants sur des véhicules récents et je crois que c'est l'axe de futur, en tout cas pour le rétrofit, sur des véhicules lourds, sur des véhicules utilitaires et sur d'autres véhicules. Mais ça veut dire que, pardon, je vous coupe, ce sont déjà des voitures qui sont en circulation, ou ça peut être des stocks, par exemple, de constructeurs qui disent aujourd'hui, ben voilà, moi je vais rétrofiter des voitures qui sont invendues. On sait qu'il y a beaucoup ou de voitures d'occasion, mais chez les constructeurs, ou quand vous dites industriel, c'est quoi ? Ça concerne quel type de voiture ? Alors, quand on dit industriel, c'est au niveau du volume du rétrofit qu'on va faire sur un modèle. Je vais prendre par exemple l'exemple des véhicules utilitaires légers. D'accord. Il y en a plus de 6 millions en circulation sur les routes. Vous savez que pour rétrofiter un véhicule, on peut le rétrofiter lorsqu'il a plus de 5 ans d'âge sans autorisation du constructeur. Donc ça veut dire qu'il y a plus de 4 millions de véhicules utilitaires éligibles au rétrofit. Bon, ben voilà, donc ça, c'est un marché important. Nous, par exemple, chez Economic, par exemple, on souhaite, avec notre constructeur Stellantis, rétrofiter un grand nombre de ces véhicules de manière semi-industrielle dans une usine. Donc c'est ça dont on parle, c'est de pouvoir en faire un grand volume pour vraiment décarboner ce type de parc. Mais une question, on peut les rétrofiter librement au bout de 5 ans, mais est-ce qu'il y a une garantie après pour celui qui récupère le véhicule rétrofité ? Parce que la garantie constructeur ne marche plus à 5 ans. Alors, il y a une garantie sur la conversion rétrofit et une garantie également sur la batterie. Par exemple, s'il s'agit d'une technologie purement électrique, il y aura une garantie sur la batterie du constructeur qui a rétrofité le véhicule. Tout à fait, oui. Ça veut dire que la voiture repassera en critère 0 ? Critère 0 avec une nouvelle carte grise donc zéro émission, qui donc pourra circuler évidemment en zone ZFE, qui pourra aussi compter dans la loi LOM. Pour les entreprises, c'est important. Donc ça va permettre et aider à atteindre les objectifs de la loi LOM. Donc voilà, ça c'est un rétrofit en tout cas important. Il faut le signaler aussi sur les bus, les autocars scolaires. Il y a énormément où l'hydrogène est important également. On n'en parle pas assez, mais c'est vrai que la conversion électrique est peut-être plus adapté aux véhicules utilitaires, mais sur certains plus gros gabarits, l'hydrogène se prête très bien à cette conversion rétrofit et permet de décarboner des grands engins. Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause, on revient dans un instant. Les vraies voix qui font rouler la France, on est ensemble avec Philippe David jusqu'à 20h, à tout de suite. Et nos invités, les vraies voix qui font rouler la France avec Philippe David, on est ensemble jusqu'à 20h. Jean-Jacques Serraf qui est avec nous, directeur général de Economic Mobilities, et Clément Fléau, cofondateur de Noil Motors, qui sont avec nous. On parle de rétrofit, c'est-à-dire que vous prenez une voiture et vous le changez le moteur et vous le passez à l'électricité. Est-ce que finalement, Jean-Jacques Serraf, toute voiture est rétrofitable entre guillemets ? Alors,
il n'y a pas de limite, je dirais, au rétrofit. La seule limite est une limite réglementaire, finalement, c'est de pouvoir avoir les études nécessaires pour permettre son homologation. Oui. Ce sont des investissements qui sont quand même importants. Donc c'est pour cela que on va se focaliser sur des besoins vraiment les plus importants et les plus spécifiques dans le marché. Là où il y a également évidemment des volumes importants, où il y a la nécessité. Je parlais des professionnels sur les utilitaires ou des bus scolaires ou donc ce type de véhicules. Et puis sur des véhicules plaisir, n'oublions pas, effectivement, Clément parlait des scooters, des motos. Donc il y a là où il y a des besoins, on fera l'effort, mais c'est un effort qui demande un investissement. Voilà. Clément Fléau, il y a 11 mois, c'est pas très vieux, en avril 2023, il y avait un plan d'action national lancé visant à encadrer la pratique du rétrofit et à renforcer les aides à la conversion électrique. Qu'est-ce qu'il disait ce plan ? Ce plan, il mettait en place un budget de 20 millions d'euros pour accélérer l'industrialisation du rétrofit. Pour reprendre un peu les propos de Jean-Jacques de tout à l'heure, en effet, jusqu'à présent, c'est assez déceptif. C'est plutôt dans un effet d'annonce puisque cela c'est pas retranscrit dans les aides dans leur version 2024. Pour autant, il y a pour nous un bon moyen de rendre concret ce plan national du rétrofit, c'est notamment l'appel à projet comme le CORAM, qui est un appel à projet donc de la banque publique d'investissement, la BPI, à destination des professionnels du secteur de l'automobile, et ça permet de financer des projets de rétrofit et notamment de développement de nouveaux kits, de nouvelles technologies, et c'est une manière pour nous de rendre concrète finalement cette enveloppe de 20 millions d'euros qui avait été débloquée par l'État. Pour le consommateur, ça c'est une question aussi importante. Combien ça coûte finalement ? Demain j'ai un Solex, je veux le rétrofiter. J'utilise ce mot depuis tout à l'heure, mais je suis pas sûre que ce soit on l'utilise français. aussi. D'accord, très bien. Vous pourrez dire que c'est moi qui l'ai inventé. Merci beaucoup. Elle va vous demander les droits d'auteur, faites très attention. Mais absolument, j'allais le dire. Merci Philippe. Combien ça coûte ? C'est quoi le budget ? Il faut compter quelques centaines d'euros. En réalité, ça va dépendre ce qu'on appelle le profil acheteur, donc des aides, des conditions finalement, donc les revenus principalement. Les professionnels également sont souvent privilégiés quand il s'agit des aides d'État. Puis après, il va y avoir des aides locales, territoriales, et notamment les zones à faible émission, qui sont souvent les métropoles françaises, ont déjà, très souvent de manière spontanée, mis en place des aides complémentaires qui permettent à leurs habitants finalement d'acquérir un dispositif de conversion, de rétrofit, à un coût très intéressant. Là, je suis à Lyon, au salon du 2 roues de Lyon. La métropole de Lyon a mis en place une aide qui permet d'acheter un kit de rétrofit Solex à partir d'une centaine d'euros. Jean-Jacques Seraf, ce plan, justement, il était doté de 20 millions d'euros, mais il n'a pas jusqu'à présent trouvé de traduction opérationnelle d'après Mobiliance. Pourquoi ? Alors vous avez raison, il a était un effet vraiment d'annonce au départ. Il est vrai, comme le mentionnait Clément, que le CORAM a financé quelques projets dans le rétrofit, mais on n'est pas arrivé à la hauteur espérée des 20 millions annoncés. Donc c'est un élément que l'on regarde également avec les instances gouvernementales pour pouvoir le traduire également sur des projets très concrets. C'est vrai que les prochains appels d'offres du CORAM pourront être une solution, mais il faudra également d'autres voies pour permettre d'utiliser pleinement ce budget. On parle de projection aussi. Vous parliez tout à l'heure des véhicules, des artisans. Enfin, il y a toute une frange de la population aujourd'hui qui a besoin de sa voiture pour travailler. Les projections en matière de chiffres, c'est quoi ? C'est de se dire qu'on doit rétrofiter des voitures. À quelle échéance ? Combien ? Et par quelle tranche de voiture entre monsieur, madame, tout le monde et celui qui travaille ? Est-ce qu'on a une projection sur ces chiffres-là ? Oui, bien entendu. Alors c'est vrai que, comme indiqué, beaucoup de projets sont en cours d'homologation, ou ont déjà été homologués, et c'est le cas, ça a déjà commencé. Néanmoins, le gros à venir, je dirais, arrive sur les années 2024, 25, 26. D'accord. Et on estime, d'après les projections que nous avons de différents adhérents de Mobiliance, arriver à plusieurs dizaines de milliers de véhicules rétrofités dans les prochaines années, et même frôler les 100 000
unités d'ici 2028-29. Donc c'est un segment en pleine croissance, mais je rappelle qui prend tout son sens également dans la transition écologique, parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent. Mais il faut rappeler que dans un rétrofit, on ne refait pas tout le véhicule et on économise de ce fait-là beaucoup des gaz à effet de serre. Donc c'est un élément important de transition écologique que l'on doit pousser et que l'on doit justement booster dans les prochaines années. Est-ce que ça change la valeur de la voiture? Forcément, si aujourd'hui vous avez une voiture thermique qui sera de moins en moins vendable entre guillemets en passant en électrique, est-ce que ça veut dire qu'il y a une cote différente? Assurément, le véhicule aura sa cote de véhicule d'occasion, plus la valeur du rétrofit. Alors évidemment, comme on le sait, les experts de ce qu'on appelle les valeurs résiduelles vont devoir statuer et travailler sur ce nouveau domaine. Mais néanmoins, on estime qu'effectivement, on apporte de la valeur. C'est d'ailleurs tout le sens du rétrofit, c'est donner un deuxième cycle de vie ou un troisième cycle de vie au véhicule. Vous savez peut-être que certains constructeurs disent même qu'on va construire des véhicules pour faire 1 million de kilomètres, mais ce million de kilomètres, il se fera pas avec un seul moteur. Donc il faudra bien planifier des cycles de vie et de pouvoir changer les motorisations. Mais il faudra le dire. Il faudra le dire quand on vend sa voiture qu'elle a été, elle a subi une modification. Oui, ça sera sur la carte grise et ça sera indiqué effectivement très clairement qu'elle aura une nouvelle motorisation zéro émission. Clément Fléau, combien ça représente d'emplois le rétrofit en France ? Alors aujourd'hui, en emploi direct, plusieurs centaines, puisqu'on a une petite trentaine d'adhérents avec des structures qui peuvent aller de 5 employés à près de 200 pour les quelques PME. Et en emploi indirect, forcément, avec nos sous-traitants, avec nos partenaires, on est déjà à quelques milliers d'emplois. C'est forcément une filière qui va se structurer et s'intensifier en termes d'emploi direct, indirect dans les prochaines années, finalement de manière assez proportionnelle au nombre de véhicules convertis. Et ça représente à peu près combien d'entreprises outre les emplois? Alors aujourd'hui en France, une trentaine d'entreprises, dont la plupart sont adhérents à Mobiliance Rétrofit. D'accord. Combien ça coûte de changer une voiture en voiture électrique, une voiture thermique en voiture en moyenne aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent? Alors, ça va dépendre bien entendu du segment du véhicule. Bien sûr. Alors, si on prend peut-être pour les auditeurs de la berline, je dirais au véhicule utilitaire léger par exemple, on pourra osciller entre 15 et 30 000 euros. Mais des aides, comme mentionné précédemment, viennent aider ce dispositif. Des aides au rétrofit qui peuvent aller, par exemple, sur un VUL jusqu'à 8 000 euros en aide de l'État. Donc, ce qui permet donc d'abaisser la facture sensiblement. Par exemple, sur un VUL, on pourrait arriver dans ce fait-là à entre 12 et 15 000 euros sur une transformation rétrofit avec l'aide nationale attribuée. Et il y a beaucoup de régions aussi qui s'engagent sur le terrain aussi. Et vous avez raison. De le dire. Alors là, je profite de dire la région de Normandie, par exemple, dans lequel on a un acteur, Lormoto, qui a pu acquérir il y a quelque temps des Twingo rétrofités et qui donc va promouvoir bien entendu le rétrofit. La région Île-de-France est également une région qui souhaite mettre vraiment un cap sur le rétrofit pour promouvoir cette filière et l'émergence de ces acteurs. Merci beaucoup Jean-Jacques Serrat d'avoir été avec nous, directeur général de Kinomit Mobilities. Merci beaucoup Clément Fléau, cofondateur de Noil Motors. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez appris un petit peu plus sur les rétrofits. Allez vous renseigner, peut-être que vous êtes éligible sur les régions, voilà, et peut-être que ça va vous changer la vie. Absolument, c'était un plaisir comme d'habitude de faire cette émission. Les vraies voix qui font rouler la France. Je ne vais pas vous rétrofiter, Philippe. Moi, il suffit de me mettre des cheveux, ça s'appelle un rétrofit. Ça s'appelle une autre personne surtout. Allez, on vous embrasse, passez une très bonne soirée. On se retrouve demain à 17h. On embrasse notre équipe formidable et passez une belle soirée. Salut, à demain.